Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau format court, extrait de l'interview de Maître Fabien Hacker. Justice, comment protéger les victimes, parents et enfants, de harcèlement moral. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je reviens sur cette thématique de conflit parental, violence domestique. Et au cœur des violences, il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques. Et dans les violences psychologiques, il y a l'emprise, il y a le harcèlement moral. Et on parle de plus en plus du contrôle coercitif, avec le fait peut-être aussi de souligner que c'est avant séparation, mais que ça ne s'arrête pas forcément après séparation. Et est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors bon, pour préciser le propos, pas que ce soit mal interprété, il y a évidemment une hiérarchie au niveau pénal, notamment au niveau des infractions. C'est pas réprimé, on réprime pas de la même façon toutes les violences que vous avez énoncées. Ce que je disais simplement, c'est qu'au niveau du traumatisme pour une victime, même quelque chose qui peut sembler anodin peut être traumatisant très longtemps. Donc il ne faut pas minorer la gravité, notamment des violences psychologiques. Et même les violences économiques, ça on l'aborde peu, mais ça fait partie du triptyque entre guillemets de la Convention d'Istanbul. Un père qui ne paye pas ses pensions alimentaires, c'est une violence pour la mère, mais c'est une violence pour l'enfant aussi. Un père qui fait du chantage économique en disant « Regarde, moi je vais t'offrir des beaux cadeaux pendant que la mère gagne beaucoup moins, etc. » C'est une violence économique. Ça peut aller dans les deux sens, évidemment, hein, mais donc ça, il ne faut pas le négliger. Oui, alors cette notion d'emprise, aujourd'hui, a un peu l'effet délétère de devenir un peu une sorte de tarte à la crème que tout le monde invoque. Ça n'intéressait pas tant que ça, en fait, il y a encore quelques années, il faut bien dire ce qui est, hein, le harcèlement moral, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était presque dans chaque dossier, dans chaque séparation, l'emprise. L'emprise, faut la démontrer. Et l'emprise, il faut surtout, évidemment, la juguler par ce qu'on disait tout à l'heure, une mise à distance physique, économique, psychologique et juridique. Et surtout, il faut, dans cette formation pluridisciplinaire, donc les neurosciences, ça c'est quelque chose qui manque, comprendre les mécanismes qui peuvent servir à l'emprise. Je ne sais plus si c'est dans le plan gouvernemental, il y a de nombreux plans gouvernementaux, le 5e plan gouvernemental il me semble, ou alors l'un des derniers rapports du Grevio, on nous dit attention, parce que certes, il y a parfois des mesures qui sont prises, etc., mais au-delà de ça, on méconnaît parfois la tendance qu'un parent peut avoir, de manière très sournoise, à utiliser l'autorité parentale comme une arme pour prolonger justement le maintien de son emprise sur l'autre parent. Et cette forme-là bat son plein, notamment en matière de résidence alternée, puisque là, vous devez échanger au maximum, etc. Et donc, ça, il faut comprendre que l'alternance, c'est quelque chose de bien, qui peut fonctionner quand les conditions sont réunies pour les enfants. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas souhaitable et préconisable, notamment quand il y a des violences et quand il y a un risque d'emprise par ce biais. C'est-à-dire, on voit toutes sortes d'hypothèses, hein, mais des fois, c'est au-delà de la simple autorité parentale. C'est l'emploi des téléphones qu'on donne aux enfants, c'est l'emploi... Mais donc, pour protéger le parent de cette séparation et de ce qu'il vivait en termes de harcèlement lorsque les personnes étaient ensemble, c'est sûr que si derrière, vous avez l'autorité parentale qui sert d'alibi pour continuer cette forme d'emprise, ça ne fonctionne pas. Donc ça, l'alternance, quand il y a de l'emprise et quand il y a des violences, c'est évidemment à proscrire. Parfait. Alors, vous parliez du parent. Donc, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Donc, si on veut protéger l'enfant de ces violences psychologiques, du harcèlement moral, qu'est-ce que vous préconisez ? Déjà, faut voir aussi ce qui est bien, ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a enfin, il a fallu un peu de temps, mais des statistiques. On a enfin une commission comme la Civis qui nous donne ces statistiques. Et d'ailleurs, il faut que cette commission se poursuive, évidemment, puisqu'il est question de savoir si on arrête, si on poursuit. Évidemment que c'est fondamental. Entendre la parole des victimes, mais pas que l'entendre, la comprendre et après prendre les mesures adéquates. Un enfant qui... Oui. Donc entendre la parole des enfants. Entendre la parole des enfants,
entendre la parole du parent protecteur qui va dénoncer. Il y a plein de phrases assez chocs là-dessus dans les rapports de la Civis, mais en finir avec le mythe de la fausse plainte, etc. en matière de séparation, je ne sais plus exactement les termes employés. Entendre un enfant qui dénonce des violences, ça c'est fondamental. Alors évidemment qu'un enfant, ça peut arriver, hein, concept d'instrumentalisation, etc. Il y a des études un peu scientifiques là-dessus qui montrent quand même que c'est plutôt à la marge, mais ça peut exister. Donc, il ne faut pas l'exclure, parce que sinon on est dans quelque chose d'absolu où le juge n'a même plus son mot à dire. Donc il faut comprendre ce système juridique. Un juge il est là pour analyser. Si on se met 2 secondes à la place du juge, on se rend compte à quel point c'est compliqué pour un juge. J'y vois arriver, et la loi qui est le cadre, qui le fixe, lui dit, vous avez pour principe de base de considérer que le père est un bon père, que la mère est une bonne mère, et que l'enfant doit avoir autant chacun de ses parents. Pour déroger à ce principe, vous avez des critères légaux. Donc c'est pas que les juges, hein, c'est le législateur, il faut aussi comprendre tout ça. Donc entendre la parole des enfants, un enfant qui dénonce quelque chose, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, il faut l'entendre. Pour ce faire, il faut que les professionnels qui l'entendent aient ces grilles d'analyse dont on vient de parler. Voyez. Et cette formation. Et cette formation pluridisciplinaire et peut-être plus large et plus poussée sur les neurosciences, sur le traumatisme, sur tout ça. Et après, voilà, mettre en œuvre des choses qui existent déjà, les appliquer. Vous voyez, l'ordonnance de protection, dans sa rédaction actuelle, elle n'est pas tout à fait claire sur le fait de savoir s'il faut démontrer des violences pour un parent, pour l'enfant, et ou les deux. Vous voyez, d'un juge à l'autre, ça peut un peu changer. Il faut être très clair. Qu'il y ait des violences, alors, quand il y a des violences sur un parent, automatiquement, il y a des violences en principe sur l'enfant. Ça, déjà, ça devrait être rédigé de manière claire. Et indépendamment, il peut y avoir un parent qui violente directement un enfant sans passer par l'autre parent. Bon, ça peut exister aussi, même si c'est plutôt à la marge, parce que souvent les violences domestiques, c'est un tout. Et il faut impérativement que le juge puisse en urgence, le juge civil, prendre des mesures très rapides, en moins de 6 jours, ordonnance de protection. C'est pas forcément l'artillerie lourde, entre guillemets, du procès pénal, de la plainte pénale, etc., qui parfois, et malheureusement souvent aussi, n'aboutit pas. On a les statistiques là-dessus, et donc forcément les arguments inverses ensuite arrivent. Hein, c'est oui, la plainte a été faite pour instrumentaliser la justice ou que sais-je. Donc voilà, il y a des mécanismes qui sont déjà bien en place. Je ne pense pas qu'il faille empiler les lois. Il faut surtout les mettre en œuvre avec beaucoup de moyens. Et c'est bête à dire, mais c'est une vraie réalité, au-delà des conférences, des Grenelles, etc. Il faut arrêter aussi de dépenser des millions, faire des juridictions spéciales. Il faut employer des juges, il faut employer des greffiers, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de moyens. Si un juge pouvait passer 2 heures par dossier, parce qu'il n'en a que 3 à traiter dans la journée, plutôt que 20 minutes, c'est sûr que ça améliorerait les choses. Des moyens pour la protection de l'enfance, des moyens pour les professionnels de santé. Pareil, la protection de l'enfance, s'ils avaient 10 jours pour rédiger leur rapport plutôt qu'une demi-journée ou une journée, je ne connais pas les délais, vous voyez, mais c'est fondamental tout ça. Des moyens, de la formation, des moyens, de la formation. Au risque de me répéter. Très bien, voilà. Merci. Merci à Maître Fabien Hacker pour l'interview. Maître Fabien Hacker intervient sur les violences domestiques dans toute la France. Vous pouvez le retrouver dans son cabinet à Paris ou sur son site hacker-associé.com. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Maître Fabien Hacker sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!